On n'a pas vraiment l'impression d'être au mois d'octobre. Il fait plutôt agréable. Enfin, chez nous, en tout cas, il fait plutôt agréable. Donc, on en profite un petit peu pour sortir en terrasse, boire des coups, machin, etc. Et il y en a d'autres qui s'enferment pour enregistrer un nouvel épisode des Technos, le 183e épisode pour être tout à fait précis. Épisode 183, ça va se dérouler avec mes deux petits camarades qui sont ceux-ci. Allez, cette fois-ci, on vous a sorti Sébastien et puis Xavier. Salut à tous les deux. Xavier, j'ai l'impression, il est frisé ou c'est moi? Il est de nouveau frisé? Attends, j'ai lagué, il est déjà frisé. Il a de nouveau frisé. Je rappelle que la dernière fois qu'on a fait... On t'entend très très bien. La dernière fois qu'on a enregistré un épisode avec Xavier, il n'a pas terminé l'épisode. Il n'a pas terminé l'épisode. Ici, on lance l'enregistrement et d'un coup d'un seul, il freeze, comme on a l'habitude de dire. C'était le cas de Sébastien, l'autre Sébastien, la semaine dernière. Là, il bouge, ça va, c'est vivant. Pour ceux qui n'ont que le son, qui nous écoutent en podcast, n'ayez crainte, tout va bien se passer. L'essentiel, c'est d'avoir du son, en fait, quand on réfléchit bien. Et puis un petit peu d'image également pour nos amis qui nous suivent via YouTube ou via le podcast vidéo, puisque c'est également possible de ce côté-là. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour tous les deux, mais ça, on s'était déjà parlé depuis, donc y a pas de... il s'est passé plein de choses déjà au mois de septembre. On va pas revenir là-dessus, évidemment. Juste pour vous remercier, vous qui nous suivez justement sur YouTube, de nous avoir mis des pouces vers le haut, de vous être abonnés, etc. C'est très sympa. Merci également à ceux qui nous laissent des commentaires sur les plateformes de podcast. Je le dis au début parce qu'en général, je le dis à la fin, et à la fin, il y a moins de monde. Tout le monde ne l'entend pas. Je préfère le dire dès le début. Donc, merci pour les étoiles, les remerciements, les messages, etc. Merci pour le courrier des auditeurs. On a répondu à tout le monde, je pense, ou en tout cas, il n'y avait pas nécessairement de quoi refaire ici un courrier des auditeurs. Moi, j'ai reçu un courrier, par contre, cette semaine, qui m'a un petit peu fâché. Vous savez que cette vidéo sur YouTube, justement, est monétisée par de la publicité. Ça ne nous rapporte pas des milliers et des cents, soyons clairs. On ne va pas gagner notre vie avec ça, mais ça permet de payer la note d'électricité et quelques petits à côté, comme une bouffe en fin d'année, éventuellement, et des choses comme ça. Donc, vraiment, c'est vraiment des toutes petites sommes, des sommes microscopiques. Mais voilà, c'est monétisé. Et puis c'est un bon baromètre aussi, parce que quand YouTube n'est pas content de ce que vous faites, il démonétise votre chaîne, c'est-à-dire que vous n'avez plus le droit de gagner de l'argent avec. Même s'il y a encore de la pub qui passe de temps en temps, vous ne gagnez plus d'argent avec cette vidéo. C'est ce qui s'est passé pour une de nos vidéos cette semaine. Et ça m'a un petit peu agacé, parce qu'il s'agissait d'une vidéo qui concerne une intelligence artificielle pour lutter contre... pour lutter contre les contenus à caractère pédophile. Donc voilà, on a partagé cette news, comme on a l'habitude d'en partager d'autres. Censuré déjà. Et donc voilà, ce que je trouve un petit peu déplorable, c'est que quand on parle de choses qui sont quand même sérieuses et qui vont dans le bon sens, technologiquement, manifestement, après une vérification manuelle, c'est précisé dans le mail en question, et bien du coup on nous démonétise notre vidéo, parce que manifestement ça ne pourrait pas intéresser les annonceurs. Donc je suppose que les annonceurs de Google n'aiment pas les intelligences artificielles. C'est la seule explication que je peux comprendre, soyons clairs. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu dommage de la part de YouTube d'y aller si fort, parce qu'en plus de ça, on n'a aucun recours possible, parce qu'on peut introduire une demande qui sera analysée plus tard, à partir du moment où on a 1000 vues sur la vidéo, ce qu'on n'obtiendra jamais, évidemment, parce qu'on a une toute petite chaîne. C'était mon petit coup de gueule du jour. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes petits camarades, Sébastien ou Xavier, sur ce genre de pratique. C'est pas la première fois que Google agit de la sorte. Ça peut coûter cher à ceux qui vivent de leurs vidéos et de leur chaîne YouTube. D'ailleurs, certains avaient réagi à une époque. On s'en souvient, me semble-t-il. Sébastien, je sens qu'il rumine un truc. Non, je suis en train de terminer mon repas, tu vois, je cherche des trucs dans... Non, non, rien du tout. Mais non, le plus drôle là-dedans, c'est une vérification manuelle. Après, oui, si tu veux... c'est ce qu'ils disent, mais ce qui est marrant, c'est que c'est le sujet tout seul qui a été impacté, mais l'épisode global, lui, alors qu'il y avait le même sujet dans l'épisode global, c'est ça qui est complètement fou, celui-là, manifestement, il peut le monétiser, il n'y a pas de souci. C'est bizarre, quand même. Voilà, c'est juste un peu couillon. C'était comme ça que je voulais commencer cet épisode 183 en me plaignant. Après, je vais laisser mes petits camarades parler. Ça va être beaucoup mieux. J'essaye de trouver mon bouton de nouveau. Le début, c'est toujours un petit peu laborieux. Je pense que c'est ici que ça se passe.
A comme archive. Voilà notre première lettre de l'abécédaire de la semaine. Vous allez pouvoir jouer, faire du binge gaming, j'ai envie de dire. C'est Sébastien qui nous vient avec cette info, me semble-t-il. Yep. Et d'abord, un petit rappel pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas Internet Archive. Internet Archive, c'est un site qui a été créé avant que la plupart d'entre nous n'aient Internet. C'était au tout début, 1960, non, 1996. Et le gars est né en 1960. Son boss, c'est Brewster Kahle. Le nom comme ça fait pas tiquer. Et pourtant, le mec est assez connu d'une certaine manière. D'abord parce qu'il est derrière Internet Archive, c'est lui le boss de la boîte. Mais aussi parce qu'il a créé Alexa à l'époque, mais pas Alexa qu'on entend aujourd'hui. Le Alexa Internet, le Alexa qui faisait les trackings sur le web pour savoir ton ranking, tu es le numéro X du web, etc. etc. Donc c'est un peu, ils font un ranking comment dire, officiel, entre guillemets, externe à ton site. J'avais oublié ça. Oui, ils avaient une autre fonctionnalité qu'ils avaient intégrée pour illustrer, je fais une parenthèse pour le coup, mais pour illustrer les résultats de ranking, ils avaient une chouette fonctionnalité qui faisait un grab, je ne sais pas si tu te souviens, de la homepage de ton site, et on se servait de ça pour récupérer le grab de son site. C'était plus facile de passer par Alexa et de leur système que de faire autrement. Je me rappelle bien. Moi, je me rappelle de ça pour ça, en tout cas. Mais maintenant, c'est plus facile, on peut le faire sans Alexa. Mais Alexa, donc, lui, il l'a fondé en 96 et il l'a revendu en 99, donc 3 ans après, pour 250 millions de dollars à Amazon. Et depuis, il vit confortablement de ces 250 millions de dollars et derrière son Internet Archive. Alors, Internet Archive, le but de la boîte, c'est quelque chose d'un peu utopiste. Ils veulent faire l'histoire du web, donc ils veulent garder une trace de tout ce qui se passe en permanence sur le web et de faire un peu bibliothèque d'Alexandrie des temps modernes. Et donc ils vont sur tous les sites, ils font une copie de toutes les pages et ils indexent ça, ils gardent ça sur leur serveur. Alors, le truc est stocké aux États-Unis. Il y a déjà pas mal eu d'histoires par le passé parce que effectivement la vision européenne et américaine est très différente sur le droit d'auteur et le droit d'auteur européen peut poser quelques problèmes à des boîtes comme Internet Archive. Mais si vous avez 1 heure à passer, c'est aller jouer sur le site et aller voir à quoi ressemblait le site des technos il y a quelques années, par exemple, ou de Google à ses débuts, etc. Et donc c'est très amusant, ça peut vous faire votre soirée. Si je dis pas de bêtises, on peut même uploader des fichiers, du texte, de la vidéo, du son sur Archive, si je dis pas de bêtises. Certains podcasteurs s'en servent d'ailleurs comme serveur de stockage justement d'archives. Ouais, mais ça n'a jamais été les serveurs les plus rapides au monde. Non, c'est clair. Il faut parfois 1 minute pour charger ta page, c'est un peu... Chose importante à signaler, c'est qu'une fois que tu as uploadé par exemple un fichier MP3 chez Archive, tu ne sais pas l'effacer. Tu n'as pas le droit d'effacer ce que tu envoies. C'est une archive, et donc ils ont eu des problèmes par le passé de certains qui disaient « je ne veux pas y être » et qui ont traîné en justice le site et qui l'ont finalement fait enlever. Mais donc voilà, il y a moyen, mais c'est pas si facile. Alors ce qu'ils ont rajouté aujourd'hui, c'est assez drôle. Ici, c'est un peu plus ludique. C'est plus de 13 000 disquettes de Commodore 64 avec l'émulateur qui va avec en web. Et donc simplement en allant sur leur site, vous cliquez, vous choisissez le jeu que vous voulez et vous pouvez jouer dans votre navigateur en quelques secondes à ce que vous voulez. Alors ce qui est marrant, c'est que les premiers jeux qu'on propose, le deuxième, il y a une femme un petit peu toute nue quand même, donc je ne sais pas ce qu'il y avait sur Commodore 64, mais ça avait l'air super sympa, les jeux de l'époque. À côté de ça, il y a des Bubble, il y a plein de trucs assez connus, quoi. Je voyais Xavier en train de se bidonner en regardant l'illustration et en allant sur le site Archive. Il y avait quand même des drôles de jeux à l'époque. Il y a notamment un jeu qui s'appelle Inner Circle. Alors je vous laisse réfléchir à ce que ça peut être. Mais... C'est bizarre. L'image en miniature, elle est assez sympa. Voilà. Le démo 2, elle est sympa aussi. Je veux dire qu'il y en a qui vont passer de bonnes soirées.
Ceci étant dit, on va peut-être pas rester sur cette news jusqu'à la fin de l'épisode. Voilà, vous irez découvrir par vous-même. On mettra le lien évidemment vers la news et vous retrouverez ça très facilement de votre côté. Je suis en train de me dire que l'un et l'autre ont un problème de point sur l'image. Vous voyez que le focus n'est pas bon. En fait, je viens de comprendre. C'est tout bête, hein, ça se règle très facilement. J'avais oublié de remettre mes lunettes, donc voilà. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Qu'est-ce que vous voulez? On peut passer à la suite si vous voulez bien. Ah ben voilà, les choses sont cohérentes. Je retrouve les titres qui vont bien, etc. Ah, comme Amazon. On va parler d'une intelligence artificielle d'Amazon qui s'est fait virer. J'ai envie de dire, c'est un petit peu ça qui s'est passé, Xavier. Effectivement. Donc en fait, Amazon avait développé, en tout cas testé, un moteur de recherche dont le but était de faire du recrutement de candidats pour l'embauche. Donc leur but, c'était par exemple de fournir une centaine de CV, que l'intelligence artificielle les analyse et retienne les 5 meilleurs candidats à embaucher par Amazon. Alors, le problème, c'est que l'intelligence artificielle avait des tendances très sexistes à cause des préjugés des recruteurs humains. En gros, l'IA, elle se base sur des bases de données existantes, elle imite les humains avec ses avantages, ses défauts, et elle pénalisait en fait tous les CV avec le mot « femme ». Alors donc ils ont décidé de retirer l'intelligence artificielle, mais pas seulement à cause de ce problème-là qui pouvait être assez facilement réglé. Le souci, c'est qu'ils n'étaient surtout pas certains de ce qui était analysé par l'intelligence artificielle et du coup du fait que ce soit le seul préjugé que l'intelligence prenait en compte. Ça, c'est un point, Seb en avait déjà parlé quelques fois, on ne sait pas ce qu'une intelligence artificielle apprend quand vous lui apprenez à ouvrir une porte, comme disait Seb, elle peut apprendre simplement à bouger un bout de métal dans un sens ou ce genre de choses, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était un des effets de bord un peu marrants pour ces intelligences artificielles. C'est quand même, enfin voilà, là je sens évidemment les féministes dire et crier haut et fort, vous voyez, chez l'homme, c'est artificiel l'intelligence. Voilà, mais on donne aussi le bâton pour se faire battre quelque part. Hein. Ces machines sont développées aussi, on le sait tous, c'est pas un secret, c'est pas sexiste ce que je vais dire. Il y a une majorité de développeurs hommes parmi les gens qui créent les intelligences artificielles. Et voilà le résultat. Il faut plus de femmes dans les bureaux d'études, chez les développeurs. C'est pas Seb qui me dira le contraire. Chez les technos aussi. Et chez les technos aussi, effectivement. Très bien de le préciser. C'est pas Seb qui dira le contraire, je crois. Le contraire. Avec lui, il y a toujours un truc un peu inattendu qui va se passer. Ou pas. Non, mais un commentaire, non, peut-être pas. Non, je trouve ça drôle, mais on en a déjà longuement parlé. Voilà, on l'a déjà beaucoup dit par le passé. C'est difficile à parler. C'est dur. C'est dur parler. C'est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est vrai que Xavier, et je rebondis là-dessus, Xavier a tout à fait raison, on est effectivement toujours à la recherche de chroniqueurs, et en particulier de chroniqueuses, pour donner le change, clairement. Donc, si vous sentez, si vous avez envie d'essayer, ne serait-ce qu'une seule fois, pas très compliqué pour nous joindre. Si tu es blonde, à forte poitrine. Non, ça c'est pas nécessaire. Voilà, justement, le genre de truc. Mais non oh là là. On va passer à la lettre suivante, ça va être mieux, parce qu'ils vont s'enfoncer, je le sens. Et surtout... Non, il n'y a pas de surtout qui compte. J'avais envie de dire ça. On est à la lettre E. E comme espionnage. Voilà. Pam, 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 pam. Voilà, je continue ce que tu as commencé. C'est pas ce que tu voulais chanter, non? Tu voulais dire pam quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire? Pam quoi? Femme, pas pam. Ah, j'ai entendu pam, moi. Tu as un problème. Oui, tu vois, il faut mettre le sonotone. Le sonotone. Tout est un petit peu artificiel de ce côté-ci. Voilà. Comme espionnage, ça a été un petit peu le truc. On a vu ça un petit peu partout et tout le monde n'a pas tout compris, j'ai l'impression. Donc ça vaut quand même la peine de revenir là-dessus avec Seb pour parler de cet espionnage chinoise. Ou espionnage, c'est plutôt chinois que chinoise. Seb. Oui, moi. Donc, espionnage, Super Micro. Alors, Super Micro, pour d'abord situer un peu, parce que c'est connu par la plupart des
Il y a des gars qui ont monté des machines, mais c'est pas connu du grand public. C'est des gens qui font des PC serveurs pour voilà, le monde de l'industrie, l'hébergement. Et donc, un serveur, ça ressemble à quoi? C'est pas comme votre petite tour qui est ou grosse tour qui est sur votre PC. Je ne veux pas dénigrer, mais c'est un truc qui ressemble à une grosse pizza. Pas l'intérieur, la boîte à pizza. Et ça fait un bruit d'avion qui décolle. On y met plein de mémoire, plein de disques, machin, etc. Et on empile des armoires. Et quand vous en avez plein dans une salle, vous ne vous entendez plus respirer. Donc c'est en gros quasi aussi bruyant qu'à côté d'un réacteur d'avion. C'est des expériences assez intéressantes. Parce qu'en plus, en général, il y a deux alimentations à l'intérieur avec des petits ventilateurs. C'est ça qui fait du bruit en fait. C'est parce que les alim ont des ventilos, mais après à l'intérieur, ils mettent en général. T'as la carte mère, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc c'est un boîtier assez long. T'as la carte mère. Et puis à côté, tu as une rangée de 3 ou 4 ventilos qui soufflent, suivant les designs, vers les disques, si c'est orienté grosse B disques, ou vers les CPU, si on a envie effectivement d'avoir des trucs qui sont plus puissants de ce côté-là. Donc ça dépend un peu de comment ils l'ont monté. Et c'est ces petits ventilos parce qu'ils sont sous-dimensionnés un peu. Très peu épais. Ils sont très peu épais et là, ceux-là, effectivement, ils font un bruit assez monstrueux. Ça siffle un peu. Parce que ça a tout cassé, ça fait 4-5 cm de haut. Ceux qui ont des racks, ceux qui connaissent les racks classiques 19 pouces, c'est une unité, quoi. C'est ça, voilà. Et donc Supermicro est un constructeur très, très connu. Il fournit énormément de serveurs parce que c'est des gars qui fournissent des trucs plus entrée de gamme. Donc pour te donner une idée, un serveur que tu vas aller acheter 4-5 000 euros chez Supermicro, tu vas avoir le même en prix de base à 20 000 euros chez HP pour avoir fait l'expérience de demander des offres de prix, et c'est les mêmes CPU, la même mémoire, le même disque, la carte mère est différente, mais c'est tout. Mais effectivement, il y a une différence supplémentaire qu'on a découverte cette semaine dans la presse, c'est que les Chinois avaient rajouté leur petit grain de riz, comme ils le disent, quasi. C'est pas beaucoup plus gros d'ailleurs. Mais c'est raciste. La taille d'un petit grain de riz. C'est pas raciste. Ils avaient laissé tomber leur petit grain de riz dans chaque petit serveur. Alors apparemment ici, c'était surtout orienté vers certaines entreprises américaines. On ne sait pas réellement comment retrouver ce truc, parce que c'est Bloomberg qui a diffusé l'info tout en gardant une bonne partie du reste de l'article confidentiel en disant on va diluer ça et créer un petit truc, une petite saga à suspense. Et donc Bloomberg a d'abord dit ok, c'est un truc de la taille d'un grain de riz ou un équivalent dans les cartes mères. Alors maintenant on pense qu'effectivement ce serait au niveau du connecteur Ethernet que les gars auraient mis un petit quelque chose, mais la communauté est un peu partagée en se disant oui, mais bon, tu vois un connecteur Ethernet, les Chinois ils sont forts, mais ils ont quand même pas encore révolutionné non plus la miniaturisation. Le truc, merci, du silicium. Donc les gars ils savent pas mettre. Merci. C'est un truc typique chinois pourtant. Ils savent ils ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à mettre ça dans sexiste dans et raciste. Si cette vidéo est encore monétisée après tout ça, je comprends plus rien. Non, c'est pour rire évidemment. Il faut arrêter non plus. Il faut pas. Voilà. Oui, continue ça. Et donc on ne sait pas trop ce qu'il en est. Alors pour le moment, ça aurait été targeté effectivement sur quelques grosses boîtes américaines, dont Apple et Amazon. Amazon, en rachetant une boîte en 2015, je vous rappelle, on est en 2018. Avait effectivement rencontré ce problème. Il a remonté au FBI. Donc de 2015 à 2018, on a laissé le reste du public dans le vent. Je pense que le scandale va continuer un petit peu à monter jusqu'à ce qu'on sache de quoi on parle et combien de serveurs sont réellement impactés et si ces pratiques ont continué après 2015. Donc voilà, pour le moment, Supermicro, en tout cas en 2016, ils ont dit c'était pas vrai. Maintenant, ça reste toujours un peu c'est pas vrai, mais on attend les preuves, on attend les détails et la communauté est assez intéressée de comprendre.
On se rappelle du scandale. Est-ce qu'on peut parler d'un scandale? Je ne sais pas. Je pense que c'était il y a 1 an ou 2. C'était des routeurs là qui étaient, je pense, ou des switchers qui étaient impactés par des espions, des logiciels espions. Et la NSA avait d'ailleurs été un des principaux clients de cette marque que j'ai oublié le nom. Je ne sais plus de qui il s'agissait. Mais en tout cas, un grand spécialiste chinois des systèmes de réseau, etc. Voilà, on est dans le même registre. Quelque part, hein, c'est la même problématique. Mais si on se rappelle un numéro qu'on avait fait, je pense que c'était la saison dernière, l'Allemagne devait vendre un de ses joyaux technologiques, je ne me rappelle plus du nom comme ça directement, et ils avaient refusé aux Chinois parce qu'ils disaient effectivement ils voulaient garder un certain contrôle sur la technologie, qualité, en disant pas sur la qualité, sur l'image de des choses qui sont... Non. Ah oui. Okay. Non, c'est vraiment sur le fait que c'est pas un secret défense, mais tu perds une partie de ton intelligence et tu dépends d'une puissance étrangère pour quelque chose qui peut être détourné et tu n'as plus ce pouvoir. Donc effectivement, nous, la plupart des boîtes technologiques, télécom, etc. sont maintenant en Chine. Il y a pas mal de très très grosses boîtes là-bas. Maintenant on est un petit peu lié à ce qu'ils font et on ne pourra pas toujours aller voir ce qu'ils font dans leur téléphone, dans leur modem, dans leur truc réseau, dans leur switch, dans tout. Donc c'est plus, je pense que c'est toi qui avais remis un tweet aujourd'hui. On devra décider, nous en tant qu'Européens, si c'est le matériel américain ou chinois qu'on va utiliser, et donc c'est l'un des deux va nous écouter, mais on ne sait pas trop lequel. Oui, il y avait un article là-dessus, je ne sais plus, c'est pas mes propos, c'était le propos de quelqu'un d'autre, mais qui disait effectivement, on risque un jour de ne plus avoir le choix qu'entre les GAFA et les Chinois. En gros, c'est ce qui restera comme choix si l'Europe, les Européens, les industriels européens, mais l'Europe aussi, ne se positionnent pas clairement et investit dans les technologies et garde ses cerveaux et sa technologie ici aussi fasse un petit peu preuve de protectionnisme quelque part. C'est le buzz de Quant. Mais non. Oui, c'est ça, c'est le buzz de Quant. Oui. L'Europe préfère passer des lois versus la GDPR plutôt que de se dire qu'il devrait garder le contrôle et donc investir dans la technologie. Bon, voilà, c'est un point de vue qui se respecte, mais qui n'est pas forcément le nôtre. Oui, c'est ça. Et puis on est ici aussi pour partager des infos, mais surtout de l'opinion. Hein. Donc ne soyez pas choqués. Vous qui nous regardez ou nous écoutez, on déconne souvent, mais on peut être sérieux aussi. Et voilà, c'est un petit peu ça le but également de ce podcast. On peut passer à la suite, je crois. Hein. F comme fond, non, comme font. On va parler d'une police de caractère un petit peu particulière, Xavier, qui pourrait avoir son utilité. Effectivement, en fait, c'est une police qui a été créée par les chercheurs de l'Institut Royal de Technologie de Melbourne, avec un ensemble de caractères, avec des lettres incomplètes. Donc en gros, c'est comme si vous aviez découpé une partie de la lettre principalement horizontalement, en italique, mais orienté vers la gauche. Donc c'est pas super évident à lire. Et sur le site, on peut lire que Sanforgetica, puisque c'est le nom de la police, est une police de caractère qui est scientifiquement conçue pour vous aider à mémoriser vos notes de cours. Donc en gros, ça se base sur le principe que quand vous mémorisez quelque chose, le fait qu'il y ait une certaine difficulté, ce qu'on appelle la difficulté souhaitable, va entraîner votre cerveau, va susciter votre cerveau pour que vous reteniez un petit peu plus les données que vous visualisez ou que vous lisez. Donc ces polices sont effectivement plus difficiles à lire qu'une autre et on va pouvoir retenir un peu mieux grâce à ça. Alors elles sont disponibles via un téléchargement gratuit pour Mac, pour PC et une extension Chrome qui va permettre de modifier la fonte de ce qui est affiché sur les sites. Donc c'est destiné principalement aux étudiants, mais ça peut être pratique pour d'autres choses. Plus difficile à lire, mais pas pour autant impossible à lire. D'ailleurs, on a tous déjà vu sur Facebook et d'autres plateformes de réseaux sociaux des textes avec des chiffres, etc. On arrive finalement à les lire. Notre cerveau arrive à interpréter les formes et composer les mots. Ici, on n'est même pas là à ce stade-là. C'est juste voilà, quelques éléments de caractères qui sont supprimés. On dirait du Klingon. C'est vous regardez Star Trek, vous voyez, mais finalement c'est lisible. Hein. Seb voulait rajouter un truc. Ouais, non, mais alors c'était fait pour les students, mais dans combien de jours avant de voir une campagne marketing
avec le font. Ah, ça... Parce que si tu vas mieux retenir le slogan... Oui, pourquoi pas. C'est pas con. C'est pas con. Voilà, donc ils vont en vendre, à mon avis. Je sais pas, elle est libre cette font ou pas c'est en téléchargement gratuit. Ouais, ah oui, donc voilà, donc tout le monde peut s'en servir. C'est pas parce que tu peux la télécharger gratuitement que tu peux en faire ce que tu veux. Donc c'est à vérifier, mais comme ça vient d'un institut, à mon avis, ça doit être libre. D'accord. C'est à vérifier. Ah d'accord, à vérifier, effectivement, parce que ça peut... Du coup, c'est super simple pour les enseignants de passer tous les syllabes avec cette police-là. Il suffit de reprendre l'ensemble. Voilà, clic, et voilà. On ne sait plus rien lire. Mais super, ils vont apprendre mieux. Je ne sais pas s'ils vont apprendre mieux, mais ils vont prendre le temps de le lire. Parce que il faut quand même... taper vos copions avec cette font-là. Oui, c'est ça. Non, mais c'est intéressant. Alors évidemment, on a du mal à se rendre compte parce qu'on a juste lu une phrase jusqu'à présent. Il faudrait faire l'essai avec un vrai texte qu'on n'a pas encore lu auparavant, le mettre dans cette font, le lire et voir si on retient mieux. Enfin, il faudrait procéder à quelques expérimentations, on va dire, pour s'assurer. Ça a du sens, honnêtement. Oui, ça a du sens, je pense. On sait que la mémoire est liée à plusieurs facteurs. Oui, oui. Le facteur du dimanche, le facteur du lundi, et bientôt. Oui, c'est ça. Et donc là, on renvoie à la police de caractère courrier, évidemment. Pour, voilà, c'est assez logique tout ça, finalement. Voilà. Après le facteur, la police. On passe à la lettre G. C'est difficile des fois avec Sébastien, mais ça va aller, il n'y a pas de souci. G comme gadget, ça c'est un petit robot dont on avait parlé avec Marc. Il nous avait fait un hors-série consacré à ce robot de Cosmo de chez Anki. Il y a eu des annonces et il y a déjà eu des mises à jour, on va dire. Donc tout ça évolue fort vite, j'ai l'impression. Donc ça vaut quand même le coup de faire un petit peu le point là-dessus. En fait, effectivement, c'est une news que j'avais ratée parce que à l'époque, le petit robot m'intéressait. Je trouvais que c'était vraiment marrant, mais un des points, donc le robot Cosmo à l'époque, me plaisait beaucoup. Mais un des points qui m'ennuyait très fort, c'était que pour interagir avec, en tout cas pour certaines choses, il fallait obligatoirement passer par une interaction avec une tablette ou un smartphone, et qu'on n'était pas relié au web quelque part avec cet appareil. Donc ça, en gros, l'appareil avait besoin de la connexion de la tablette ou du smartphone. Ça, c'est fini. Donc ils ont annoncé il y a quelques mois, mais j'ai raté cette news, le grand frère qui s'appelle Vector. Il va sortir, donc il y a une annonce qui dit qu'il va être disponible dès demain. Donc on est aujourd'hui le 11 octobre et donc dès demain il sera disponible au prix de $249. Et il a plusieurs éléments différenciants, mais la grosse news c'est que juste avant la sortie ici, ils ont annoncé que ce petit robot va intégrer Alexa. Et donc il va y avoir des interactions possible, comme avec un assistant standard d'Amazon, puisque c'est Alexa qui est intégré dedans. Alors, à côté de ça, il y a des évolutions techniques, évidemment, comme la reconnaissance faciale qui est beaucoup plus poussée. Il y a des micros qui sont intégrés dans le robot. Il y a un laser qui va analyser l'environnement. La nouveauté, le Wi-Fi 802.11n qui va permettre de ne plus devoir dépendre d'une tablette ou d'un smartphone pour le fonctionnement, puisqu'il y a un processeur qui est intégré maintenant qui est beaucoup plus puissant. Il y a plus d'animation, une meilleure caméra, etc., etc. Donc, une belle évolution du système. Et il est un peu plus... il a l'air un petit peu plus... comment je vais dire ça un peu plus rugueux. Le premier Cosmo était un petit peu gentillet, un peu plutôt clair, etc. Celui-là, il est noir, avec des grosses chenilles. Il est un peu, il a l'air un peu plus agressif, comme ça. Mais c'est vraiment, il ressemble très très fort à l'autre en termes de taille, en termes de disposition des pièces pour le rendre mobile, donc des chenilles, etc. Donc il ressemble vraiment très fort, si ce n'est qu'effectivement, au point de vue design visuel, l'apparence, c'est une autre couleur, c'est plus noir pour cette version-ci en tout cas. Ouais, peut-être qu'il s'adresse à un autre public ou un public qui a évolué avec la marque, peut-être, pourquoi pas. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités pour les programmeurs aussi. Le SDK est beaucoup plus poussé. Il y a un millier d'animations possibles, par exemple, maintenant, là où il y en avait beaucoup moins avant. Enfin, voilà, c'est différentes fonctions.
On vous renvoie, en tout cas pour le basique de chez Basique, à ce qu'on avait fait avec Marc, à ce hors-série consacré donc au Cosmo de chez Anki. On passe à la lettre G comme Google. On va parler plusieurs fois, je pense, de Google dans cet épisode, mais d'abord avec Sébastien. Google qui décline... attendez, je suis en train de chercher. qui décline un appel d'offres de 10 milliards. Ça, c'est quand même un petit peu particulier. Il faut nous détailler un petit peu ça. Ouais, et en fait c'est positif, même si voilà, ça n'est pas positif pour Google, hein, parce qu'ils ne vont pas gagner les 10 milliards, mais c'est positif parce que ça va dans le sens d'une certaine responsabilisation des GAFA. Donc c'est à l'encontre du gouvernement américain. Donc ici c'est le gouvernement américain, c'est le Pentagone qui propose, il y a un budget de 10 milliards de dollars pour... alors c'est un projet de Jedi, hein, tu vois déjà en plus, c'est drôle, quoi. C'est Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud, donc le but c'est de taper une grande partie des données appartenant au Pentagone sur un cloud privé et pour un contrat pour une dizaine d'années. Et donc voilà, c'est 10 milliards de dollars qui sont plus ou moins en jeu. Et Google a simplement dit que c'est pas qu'ils n'étaient pas capables, bien qu'apparemment ils sont un petit peu en dessous des requirements par rapport à Amazon et Microsoft au niveau militaire en tout cas. Mais c'est surtout Google dit d'un point de vue image, d'un point de vue éthique, on n'a pas envie de participer à un projet militaire. On s'est désengagé d'un projet d'intelligence artificielle militaire il y a quelques mois. Et donc voilà, on n'a pas envie d'aller dans cette voie ici non plus, donc on ne participera pas au projet. Donc voilà, c'est pour une fois, c'est pas un coup de gueule, hein, tu vois, on peut être positif. Aussi. Voilà. Alors c'est pas de nouveau positif de ne pas vouloir travailler avec les militaires, mais peut-être qu'effectivement ce n'est pas à Google de le faire. Il y a d'autres boîtes qui peuvent faire ce genre de boulot. C'est peut-être aussi, enfin je prêche le faux, bref, est-ce que c'est parce que c'est peut-être un truc trop public? Est-ce que ça se sait trop? Parce que faut pas se leurrer non plus, je pense qu'une boîte comme Google et toutes les dépendances de Google, à un certain endroit, ils travaillent un petit peu pour le gouvernement américain, pour les militaires à un certain niveau, non, quand même? Je sais pas. Oui, ils travaillent toujours avec le gouvernement, Amazon également, Microsoft également, etc. Donc ils travaillent ils disent on ne renie pas tout, mais voilà, on se désengage. Pas sur ce coup-là. Voilà, on se désengage tout doucement. D'accord, bon, ok. Faudra voir pour la suite comment ça va se passer plus tard. Xavier avait un truc à dire, non, pas là-dessus, ok. Bon, Seb avait un truc à rajouter? Non plus, ok. Ah, j'ai comme Google, encore. On va parler de notre vieux copain qu'on a un petit peu mal exploité, qu'on a un petit peu rabroué, dont on s'est beaucoup moqué, il faut bien le reconnaître. Je parle de Google+, Sébastien. Alors voilà, on est reparti dans le coup de gueule. Donc en fait, mois de mars 2018, Google se rend compte que, alors qu'on est en train de taper sur les dents de Facebook, que ils ont le même problème. Ils ont 438 apps qui ont un bug pas mal. C'est-à-dire que quand tu acceptes l'application sur ton compte, eh bien, elle télécharge tes données. Bon, là, oui, tu l'as accepté, c'est ton problème. Mais elle a aussi droit à télécharger les données privées de tous tes copains. Donc potentiellement ces 438 apps, en gros à mon avis toutes les apps de Google+, voilà, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup non plus, ont eu accès apparemment à un demi-million de personnes, parce qu'ils n'ont pas non plus installé beaucoup d'apps, soyons réalistes, donc ils ont eu de la chance dans leur bêtise. Mais alors comme ils l'ont découvert au mois de mars, ils se sont dit, voilà, Facebook est en train de se faire démonter, on va d'abord lui laisser faire perdre quelques dents. Et quand il aura perdu toutes ses dents, on va peut-être dire que nous aussi, on avait un truc, mais voilà, plus discrètement, en dessous du tapis.
Et en rajoutant une solution un peu radicale derrière. Ah, ils ont une solution qui est hyper radicale. Voilà, ils se sont dit, nous, on va faire beaucoup mieux que Facebook pour régler le problème. On va couper le service. Hein, donc voilà, ils ont fermé Google+. Essaye de faire ça, Marc. Voilà. Toujours. Mais est-ce que c'est le cas? Parce que moi, j'ai l'impression que ça fonctionne toujours, moi. Oui, alors d'abord, ça fonctionne pour l'instant. Bizarre, oui, j'ai testé suite à la news. Apparemment, c'est un peu comme les déploiements, il faut que ça se fasse par vague. Tu vois, c'est comme c'est un retrait. Mais d'une part, et puis je lisais quelque part que les pages professionnelles, elles restaient encore actives. C'est ça, hein. C'est ça. Alors, les pages de marque. Oui, quoi. alors Google Business. Alors pas les pages de marque. T'as un Google Plus qui lui est pour le business, qui est prévu dans les apps Google Apps, qui lui effectivement va continuer à fonctionner. Il va pas être supprimé, mais en même temps, ils ont annoncé les chiffres de l'utilisation de Google+. Ils disent que 90% des utilisateurs de Google+, restaient moins de 5 secondes sur Google+. Oui. Donc c'était une erreur, quoi. donc bon, voilà, il était temps de couper la prise. Hein. Ouais. On a un auditeur qui régulièrement... Ah oui, et qui attendait depuis longtemps qu'on fasse chaque fois qu'on publiait un épisode, tu sais, on le publie sur les réseaux sociaux et on le publiait sur Google+. Je pense que j'avais mis un truc automatique, je sais pas s'il fonctionnait encore, pour m'assurer que ce soit bien le cas, et il était très content. Et très honnêtement, chaque fois qu'il nous reprenait un petit peu en commentaire, je suis désolé, j'ai oublié son prénom, mais voilà, mais on sait de qui il s'agit. Chaque fois qu'on oubliait de parler ou qu'on parlait mal de Google+, envoyait un petit commentaire en disant vous êtes solo avec Google+, c'est plutôt pas mal, machin, etc. Et donc je faisais l'effort. Oui, c'est ça. Non, c'est un autre. C'est encore un autre. Je refaisais chaque fois l'effort d'aller regarder. Bon, cette personne me dit que c'est bien, je vais quand même aller voir parce que je suis comme ça, moi. J'ai envie de goûter moi-même. Et j'étais chaque fois un petit peu déçu, même si, il faut le reconnaître, il y avait une petite communauté animée avec des sujets... un million de personnes. Oui, mais c'est ça, mais avec des sujets de qualité, quand même, sans rigoler. Parce que souvent, tu vois, c'est très bien de dire « Ah, c'est super, ils sont pas nombreux, machin, c'est tout rikiki, gna. D'accord, mais au moins, là, ce sont des gens qui ont envie de discuter entre eux. Et on se retrouve pas avec des connards sur Facebook ou Twitter. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu de ça aussi, tu vois. Donc, voilà, c'est peut-être ça un bon réseau social. C'est un réseau social qui rate, finalement, pour qu'on soit entre nous. Il manque une petite pierre, tu vois, pour dire ouais, tous ces réseau social, oui, Facebook. Voilà. Mais non, mais c'est parce que on était bien sur Facebook quand il y avait pas tous ces. On était bien entre nous. On va faire une pierre. Oui, c'est vrai, ça fait un peu ça. Je suis désolé. Ok, je le ferai plus. C'est bon. Bon, allez, on est à la lettre H déjà. Enfin, déjà, vous avez vu, il reste quand même pas mal de lettres à faire. H comme Hyperloop. Hyperloop, c'est le fameux tuyau d'Elon Musk, hein, c'est ça, c'est son train à grande vitesse. Il l'appelle comme ça, son tuyau. Quel prétentieux, ce Elon. Effectivement, ça peut être... Voilà, je sais pas d'où ça vient d'ailleurs ce nom, Hyperloop. Bref, on a vu la capsule. Ça va, sans commentaire. Xavier. Voilà, donc en gros, c'est la société Hyperloop Transportation Technologies qui a travaillé sur un train qui pourrait se déplacer donc à 1200 km/h. La société artificielle qui est partenaire du projet a conçu et a présenté la capsule qui s'appelle Kintero One. Qui est la première capsule à taille réelle destinée à transporter des passagers. Donc, en gros, pour ceux qui n'ont pas l'image, ça ressemble à un TGV très pointu et sans fenêtre. Oui. Qui va pouvoir transporter une quarantaine de passagers. Ça fait 32 mètres de long, ça fait 5 tonnes, donc c'est du solide. Ça va permettre de faire un trajet en 30 minutes, là où normalement, avec un TGV, ça prendrait près de 4 heures. Alors, la particularité de cette news ici, c'est qu'ils ont annoncé avoir utilisé un matériau qui s'appelle le vibranium. Alors, le vibranium, c'est quoi? C'est un matériau fictif que vous avez peut-être déjà entendu dans les aventures Marvel et
plus particulièrement dans celle de Captain America. Donc en fait ce matériau, c'est simplement un composé de plusieurs couches de carbone. Ici, il y a 82 couches de carbone, et donc c'est un peu un effet marketing dans leur annonce. Mais voilà, c'est une première vue de ce que ça pourra donner. Et quand on l'énerve très très fort, il devient tout vert et il gonfle ou pas? Ça, c'est un autre. Si on reste dans l'univers Marvel, il peut se passer des trucs bizarres, hein, soyons clairs. Tout à fait. Hein. Et donc c'est tout. Genre la news pourrie. Non, mais on a tous vu ça, c'était un petit peu partout, et du coup, c'est vrai que tout le monde est un petit peu curieux, parce que tout le monde a bien compris le principe d'Hyperloop. Par contre, on n'avait jamais vu ce que pourrait être un véhicule de l'Hyperloop, et donc c'était l'occasion de se rendre compte qu'en fait, c'est un train à grande vitesse sans fenêtre, quoi. Ouais, heureusement, ils ont choisi Captain America et pas Iron Fist, hein, parce que... Oui. Par exemple. Bon, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit peu sur le 183e épisode, c'était notre dernier épisode, j'en suis désolé. T comme télescope, ils vont encore trouver un truc à dire ou à rigoler avec un télescope. On reparle de ce bon vieux Hubble qui redémarre en mode sans échec. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Sébastien? Oui, et donc il est cassé. Encore Il est encore cassé. Ce truc, de nouveau, on ne parle que de vieillerie aussi. 1990, Hubble. La plupart qui nous écoutent n'étaient même pas nés. Rappelle-toi que quand il était livré cassé. Hein. Oui, il était livré cassé, il était livré myope. Oui, complètement. Oui. Voilà. Et donc là, maintenant, c'est les moteurs, les gyroscopes. Donc, ils ont des problèmes. Le gyroscope a pété. Mais le problème, c'est que le truc secondaire... Enfin, il en avait 3, il n'y en a plus qu'un qui tourne. Donc, c'est quand même pas terrible. Il pourrait toujours faire des trucs, mais il gyroscopera moins. Et puis, tu avais des petits gars qui allaient avec la clé à molette remplacer les gyroscopes. Ils les envoyaient une fois tous les 2-3 ans. Mais les petits gars, c'était dans le Space Shuttle. Et le Space Shuttle, il est cassé tout pareil. Hein. Il fonctionnait avec des disquettes 5 pouces 1K. Ils en ont plus trouvé. et c'est vrai en plus. C'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est pas de la couille. Et qu'ils aient pas trouvé de 5 pouces 1K, si, mais c'est vraiment exact que ça fonctionnait à l'époque. Et donc, comme ils savent plus aller le réparer depuis 2009, voilà, c'est foutu, quoi. Oui. Hubble, alors ça nous a quand même... on rigole, mais c'est quand même un outil extraordinaire qui nous a sorti quand même des photos assez fantastiques de l'univers. Faut être clair, hein, c'est une fois qu'il fonctionne, quand il fonctionnait, il fonctionnait vraiment bien. Mais il est parti casser, en voyant, comme tu disais, Pink, comme moi, d'une part. Il y avait un truc aussi qui n'avait pas fonctionné, et effectivement, ils avaient envoyé la navette spatiale, et pour arriver à déclencher, ils avaient fait une espèce de tapette à mouche avec la couverture d'un plan de vol. Ils avaient dû bricoler un truc sur place pour arriver à aller agripper une manette, mais je ne sais plus exactement de quoi c'était. Bon, bref, voilà. En attendant, c'est un super objet qui, là, du coup, avec un seul gyroscope, il a un petit peu du mal à se situer, quoi. Donc, c'est ça. C'est un bel objet. Tu le veux dans ton salon pour la déco? C'est un peu volumineux, je pense. C'est une grosse machine à laver, quand même. Hein, soyons clairs. Mais il y a de belle optique. Oui, une bonne optique. Ça peut me servir, par contre. Voilà. Mais maintenant, oui, je t'en prie. Oui. Non, voilà, on sait qu'il va claquer, mais il y en a quand même un autre qui va arriver. Oui, il y a un autre qui est prévu, hein, un autre. Le nom est encore plus difficile. Hein. Ce sera James Webb. C'est vrai? Oui, c'est ça, je te jure. D'accord, ok. Bon, pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi. 2021. Xavier voulait dire un truc. Non, Ah non, c'est quand tu sors ton doigt de ton nez. Oui, c'est ça. Peut-être que James Webb, je vais chercher, peut-être parce que c'est un daltonien. Tu vois, il prévoit déjà un célèbre daltonien. Oh, la belle bleue. Ah non. Bon, on verra bien. On a du mal à se contenir, mais tout ça est très sérieux, hein, soyons très très clairs. On vous mettra, comme chaque fois d'ailleurs, le lien vers la news, elle, très sérieuse, concernant Hubble et ses petits problèmes, j'allais dire, de gyroscope, et donc de situation, donc voilà. Voilà.
Chaque fois que ce Seb-là est dans le coin, il y a une lettre T comme transhumanisme. Et avec Sébastien, nous allons réapprendre, si vous le voulez bien, à jouer à Tetris. Sébastien. Oui, alors, donc, le bloc, il tourne ou il tourne pas? Il tourne. Oui, tombe. Tombe. Donc, oui, vas-y. C'est tout ce qu'ils ont fait, mais c'est pas mal. Hein. Donc, ils ont mis un EEG, donc un électroencéphalogramme sur la tête de 3 gars. Et les 3 gars, ils devaient jouer à Tetris ensemble. Hein. Pas l'un contre l'autre, c'était vraiment ensemble. À savoir s'il fallait le faire tomber, le faire tourner, etc. Et donc ces capteurs permettaient de savoir si le monsieur il voulait qu'il tourne, et si le suivant il fallait qu'il tombe, et si le troisième je sais plus quoi. Mais tous les 3 réussissaient à transmettre des informations. Alors les chercheurs, après ça part tout de suite un peu dans la science-fiction, parce qu'ils espèrent que cette technologie permettra à terme de pouvoir transférer des informations du cerveau sur Internet, machin, etc. Donc là, on part dans des fantasmes assez intéressants. Des cubes et des T, des L. Des cubes, des T, des L et des I. Mais l'expérience est drôle, hein, parce qu'au final, ils ont juste mis ces petites sondes, juste entre guillemets, hein, quand même. Ouais. Je veux pas dénigrer. Et ils ont demandé aux gars de regarder une lumière clignotante. Une était à 15 Hz et l'autre à 17 Hz. Et donc, tu regardes, c'est la 15 Hz si tu veux qu'il tourne, tu regardes, c'est la 17 Hz si tu veux pas qu'il tourne, et on voit dans ton cerveau la différence parce qu'on retrouve l'info. Ils ont réussi à un taux de précision de 81%, ce qui n'était pas, pas mal, hein. C'est mieux que du random. Donc ça peut montrer que ça fonctionne, mais c'est pas encore non plus la panacée. 80%, c'est pas avec ça que tu vas aller très très loin, surtout que l'information retirée, c'était juste un bit, hein. C'était oui ou non, hein. Oui, c'est ça. Donc 81% sur un bit. C'est heureusement que nos laptops font mieux maintenant quand même, mais voilà, c'est le début et ça joue un peu avec. Moi, il me semblait qu'on allait plus loin que ça, en termes d'interprétation. Les militaires vont plus loin que ça. Ouais. Mais en te mettant des trucs dans le cerveau. Ici, c'est juste à la surface. Oui, c'est ça. Donc l'idée quelque part. Hein, on a fait mal à personne. Oui, on a fait mal à personne, donc ça veut dire que quelque part, il y a une recherche un petit peu... il y a peut-être un produit à créer qui serait un casque à mettre sur la tête. Effectivement, une espèce de... On revient toujours à la même chose, mais une espèce de Kinect immobile. Tu mettrais un casque pour jouer aux jeux vidéo, tu prenais l'exemple de Tetris. Pourquoi pas? Demain, ça peut être l'offre commerciale, entre guillemets, du fruit de cette recherche, quoi. C'est ça. Bon, il faudra encore quelques années, mais ça va aller relativement vite. Je sais pas si ça va plaire à Xavier, ça. Non. Bah écoute, non, moi c'est surtout l'exploit scientifique qui me plaît, c'est de voir que on comprend de plus en plus comment fonctionne le cerveau et qu'on arrive à interagir avec. C'est quand même. Il y avait eu un film de science-fiction un peu, enfin moi j'avais pas fort aimé, un peu kitsch, où un avion était commandé par le cerveau et il y avait un type qui devait penser en russe pour aller voler l'avion et le ramener aux États-Unis, machin, etc. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Non, c'était ça, c'était autre chose encore. Je sais plus ce que c'était. Et je me rappelle que c'était il y a longtemps, hein, qu'à l'époque je m'étais posé la question de savoir quelle serait ma réaction, enfin quelle serait notre réaction, enfin comment est-ce qu'on se comporterait si en pensant on faisait agir, comment je vais... C'est pas facile de parler, j'avais raison, hein, c'est un objet bougé. Oui, c'est ça, faire des actions sur une machine par le fruit de la pensée, par la pensée. Pourquoi le fruit? Je vous invite à aller voir un vieux numéro de striptease qui s'appelle La soucoupe et le perroquet. Alors, il est fabuleux, il traite de ce sujet d'un gars qui fait bouger une soucoupe avec sa main et la pensée. Pour info, Striptease, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est une émission qui, en France, passait sur France 3, FR3 même, je pense, à l'époque, et qui est une production belge, d'initiative belge, qui allait un petit peu à la découverte de la vie des gens, on va dire normaux, même extraordinaires, plutôt qu'ordinaires. Et donc, il y avait toujours des petites choses comme ça, un petit peu particulières. Et Xavier s'en rappelle très bien.
Donc voilà. Voilà. Et on en a déjà parlé dans le dernier numéro. On en a déjà parlé. Chaque fois, on a le petit. On va faire un I comme un S comme striptease à un moment donné dans la séquence striptease. Voilà. On va terminer cet épisode par la lettre W, mais ce ne sera pas un oui mais non. Cette fois-ci, ce sera Windows. Pourrait. Mais ça pourrait en même temps, pourquoi pas, ça effectivement. W comme Windows avec une mise à jour. Par contre, ce ne serait pas un oui mais non très rigolo, j'ai l'impression, Xavier. Non, il y a même des gens qui doivent être en train de pleurer sans jeu de mots. Pleurer sa race, c'est ça que tu voulais dire. Voilà, pleurer sa race. En gros... Vous savez que maintenant, Windows déploie parfois automatiquement des mises à jour. Windows 10 est devenu un service qu'ils mettent à jour régulièrement. Il y a notamment une mise à jour qui est la mise à jour de octobre, dont le déploiement a commencé le 2 octobre et qui s'appelle la mise à jour 1809. Cette mise à jour a été bloquée depuis sa sortie parce qu'en fait, il y a plusieurs utilisateurs qui se sont plaints que cette mise à jour a supprimé purement et simplement, sans moyen de récupération, l'entièreté du contenu de leur dossier documents et images. Donc, ils ont perdu, pour certains qui n'avaient pas pris de backup, des années de photos, de documents ou autres. Imaginez-vous, si vous n'avez pas pris de backup, qu'on vous supprime votre dossier documents et images sur votre PC. Vous n'avez pas pris de backup, eh bien, c'est ce qui est arrivé à plusieurs personnes qui ont simplement fait une mise à jour, quoi. C'est ballot. Ça fait rire Sébastien, en tout cas. Oui, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi c'est sur le backup. J'ai l'impression que tu vois backup, tu mets un peu de mayonnaise avec et on va avoir un peu de cocktail. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est le problème du backup. C'est le backup. C'est le backup. C'est le backup. Le backup, c'est bon avec des oignons aussi. Mais bon. Oui, c'est bon. On est vraiment pas sérieux. Ils ont supprimé le déploiement de la mise à jour pour le moment, mais à ma connaissance, c'est un des bugs les plus graves qu'ils ont peut-être eu jusqu'à présent, quoi. Avec des mises à jour en tout cas pour certaines personnes. Oui, enfin, je pense que chacun a déjà eu des petits soucis avec des mises à jour forcées, entre guillemets. Apple a eu ça à l'époque. Hein. Apple a eu des problèmes comme ça aussi. On peut se retrouver... Enfin, voilà, c'est quand même... Moi, ce qui m'impressionne quand même particulièrement, c'est que il lance comme ça des mises à jour sur des milliers de machines. Quelle responsabilité, quoi. Déjà, quand tu fais, toi, un petit déploiement sur un réseau pour quelques clients, t'as les chocottes. Alors, eux, imagine, quoi. Enfin, c'est... je sais pas ce que vous en pensez. Et le mec, il vit sous Xanax. Oui, c'est ça. Ou alors ils ont, je sais pas, ils ont, parmi leur personnel, un type à qui on dit tu vas prendre la décision, toi. Toi, tu prends la décision. Le stagiaire. On va demander au stagiaire si on peut le faire. Et si ça marche pas, on dirait que c'était le stagiaire. Et puis c'est bon. Non, on peut pas faire ça. Donc, c'est professionnellement l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Vous avez quand même, à un moment donné, quand vous déployez comme ça des solutions, vous avez quand même un petit frisson, non? L'idée, c'est que tu fais en société. Moi, j'ai été administrateur réseau. Avant de faire des migrations comme ça, tu fais des tests et tu fais encore des tests. Et puis tu as des backups avec de la maillot qui te permettent d'éviter ce genre de soucis. Donc, en gros, un souci sur une machine client, en principe, en entreprise, ne devrait pas être un problème important pour une société. Maintenant, je comprends que dans certains cas... Seb, pour conclure. Oui. Non, écoute, nous, on a toujours le moyen de faire un rollback assez facilement, donc on se pose pas ce genre de questions, mais d'un autre côté, si ça casse, et on se dit, on fait pas tu sais pas aller vite. Tu dois prendre des sécurités, hein, mais tu sais pas aller toujours suffisamment vite sans prendre le risque de casser des œufs. Il y a un mix entre les deux, un ratio, tu dis ok, je prends le risque. Par contre, pour des boîtes comme Microsoft, ils prennent pas le risque en disant je déploie tout le monde et ça y est, je vais me tirer une balle. Au moment où ils commencent à déployer, ils font ça par vague, et donc il y a une série de machines
et sur certains continents, et certains pays qui vont commencer à recevoir le truc, certaines régions, et puis au fur et à mesure, ça se déploie. Le Liechtenstein, il commence avec le Liechtenstein. Si ça marche avec eux, ça marche avec tout le monde. Alors bizarrement, c'est que des Chinois qui ont perdu le document. C'est Monaco. Cette fois-ci, on va essayer sur Monaco. Si ça passe, ça passe. C'est bon. Sur des petits... Non, c'est vrai, mais donc du coup, c'est pas chez tout le monde en même temps, quoi. C'est ça. Non, mais ils rasent un pays d'un coup, tu vois. C'est ça. Et après, on appelle ça du piratage, et ça fait des news, et ça fait vivre la presse. Ça, en même temps, voilà. On est arrivé au bout de nos sottises. Enfin non, il y avait quand même des news intéressantes et passionnantes parmi tout ça, mais on était un petit peu... Voilà, c'est notre récréation à nous aussi. J'espère que ça ne vous aura pas choqué, pas déplu, et que vous reviendrez nous écouter. Ce serait sympa. D'autant plus, je tiens à le signaler, qu'il y aura une petite surprise dans les 24 à 48 heures. On va instaurer de manière assez régulière, j'espère, le principe du bonus. Comme vous le savez, il y a des sujets qui nous tiennent des fois plus à cœur, par exemple, des sujets qui nous tiennent des fois un petit peu plus à cœur que d'autres et sur lesquels on voudrait plus s'étaler. Ça peut faire peur, s'allonger, même, je crois. Et donc, ce sera l'occasion, par exemple, pour ce bonus prochain, de vous parler des annonces Synology, et qui ont eu lieu, je pense que c'était hier, puisque nous enregistrons le jeudi soir. Et donc, on va vous parler de ça dans ce bonus, qui va arriver dans les 24 à 48 heures. Ça, tout dépend, évidemment, à partir de quand vous nous écoutez. Hein. C'est pas dans un mois, quoi. Ce sera d'ici... c'est ça, donc, mais s'ils nous écoutent le samedi, alors, si nous écoutent avant-hier. Oui, c'est ça. Et donc, ils ont déjà eu le bonus, peut-être. Peut-être qu'ils ont déjà le bonus. Et donc, ils comprennent rien à ce que j'ai dit. Donc, c'est un peu après. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Si tout le monde est d'accord, Sébastien, à très bientôt donc pour ce bonus, et Xavier également. On se retrouve, pour ceux qui ne s'intéressent pas au matériel Synology, on se retrouve la semaine prochaine avec le 184e épisode des Technos. Très bonne semaine à vous.